Lui, il estime que sa légitimité, c'est le blanc qui lui donne. C'est un peu comme une espèce de colon qui traite les Congolais comme des colonisés. C'est un homme de la coloniale. C'est un homme complexé. Donc, lorsqu'il se lance pour aller voir Trump, le fait seulement de dire bonjour à Trump, ça va être tourné en boucle dans les médias congolais, du style, faites attention, c'est l'ami des Américains. Lorsque Hollande dit M. Sassou Nguesso peut consulter ton peuple et autres, moi j'étais à Brazzaville, on a fait des affiches du PCT. Hollande a dit ceci, c'est-à-dire le blanc a dit. Donc, et Londres, c'est la même chose. Ce monsieur n'est pas invité. Son lobbyiste, Jean-Yves Olivier, tente de l'introduire à travers celui qui était à l'époque un des membres des conseils d'administration de la Fondation de Brazzaville, un membre de la famille royale. Il arrive, il est humilié, mais lui, ce n'était pas son problème. Lui, le problème, c'était quand il était lors des obsèques. Monsieur Guy Mafima Motoki, puisque vous en parlez, et c'est ce que je semble comprendre, finalement, ces derniers voyages, pour lui, c'est juste aller poser avec les grands pour dire, ben, je suis encore, j'existe encore. Et on l'a vu d'ailleurs aussi, et tout à l'heure, je venais de le rappeler, à Washington, alors que les autres présidents avaient été reçus en tête à tête, lui, on n'a pas reçu. Par contre, on a vu quand Joe Biden est arrivé devant lui en train de scruter le tissu, je crois, de son costume. Et probablement qu'il se demandait, mais comment se fait-il que ce monsieur qui est, entre guillemets, président d'un pays pauvre, très endetté, peut s'habiller avec des costumes aussi coûteux comme ça. Et ça, les gens ont pris cette image, voilà ce qui a circulé et le gain que Denis Sassou Nguesso a remporté de Washington. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être encore avec nous sur Télar TV pour suivre ce numéro Droit de savoir qui portera sur une énième déconvenue que vient d'enregistrer Denis Sassou Nguesso à Paris. Avec moi sur ce plateau pour évoquer cet épisode, monsieur Guy Mafima Motoki qui n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui le découvrent, c'est le représentant de la Fédération Focrali DC, composante J3M en France. Bonjour, monsieur Guy Mafima Motoki, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Bonjour et merci pour votre invitation et mes remerciements à toute votre rédaction qui continue à faire du bon et du très beau travail. Alors, monsieur Guy Mafima, en décembre 2016 à Washington, avec Donald Trump, alors président des États-Unis, qui ne voulait pas recevoir, qui n'avait pas voulu recevoir Denis Sassou Nguesso. Novembre 2001, c'est Sassou Nguesso qui rase les murs à Glasgow. Ensuite, nous avons encore l'édition de Washington, donc dernièrement, du 11 au 13 décembre dernier, où Joe Biden a reçu certains présidents africains en tête-à-tête et non Denis Sassou Nguesso. Maintenant, c'est Paris, où Denis Sassou Nguesso était, à en croire certains médias français, était invité et devrait être reçu par Emmanuel Macron. Là encore, ça fait, comme on dit, on a l'impression que la diplomatie congolaise a du plomb dans l'aile. Je dirais beaucoup plus, ce n'est pas la diplomatie congolaise, c'est plutôt M. Denis Sassou Nguesso. Mais je voudrais d'abord nous féliciter, parce que ce n'est pas un concours de circonstances, tous ces échecs diplomatiques, tout cet isolement diplomatique et cette espèce de statut aujourd'hui qui est accordé à M. Denis Sassou Nguesso comme une espèce de persona non grata, personne ne veut s'approcher. Donc on doit se féliciter parce que, comme je disais tantôt, il y a un travail qui est fait un peu partout dans toute la diaspora et à l'intérieur. Maintenant, pour répondre véritablement à votre question, je vais résumer M. Sassou Nguesso, sinon la diplomatie de M. Sassou Nguesso en trois éléments. C'est la duplicité, c'est l'ambivalence et le cynisme. Je vais y revenir. À travers ces trois qualificatifs, je vais vous expliquer pourquoi ce monsieur arrive à ce niveau-là. Monsieur Christian Perrin, comme tout homme politique, normalement, un homme d'État doit avoir un corpus doctrinal, un corpus idéologique. Revenons seulement dans notre pays. On a connu le président Youlou, c'était un libéral. On savait pertinemment qu'il était anti-Chine, anti-mouvement de l'Est et autres.
On a connu un peu plus tard le président Massamba Deba. Vous avez vu l'alliance qu'il a signée avec la Chine nous a doté d'un embryon de tissu industriel. C'était un homme de gauche modéré. Le président Mariam Ngouabi est arrivé, homme de conviction, gauche véritable, un non aligné, et il a démontré à travers ses 9 ans de règne comment cet homme a été un homme de conviction. Yombi Opango est arrivé, c'était en fait un libéral. Yombi Opango que j'ai fréquenté en étant son conseiller, c'était un libéral, c'était un gaulliste, mais lui-même il disait un peu plus tard, il me disait un jour, il me dit, vous savez Guy, c'était des certitudes de jeunesse, on n'y croyait pas tellement. Mais la réalité, dans son corpus doctrinal et idéologique, c'est un homme de droite. Et je vais passer au président Lissouba, un visionnaire, un libéral, un panafricaniste et un homme de forte conviction. Maintenant, lorsque vous voyez Denis Sassou Nguesso, j'y viens, M. Christian Perrin, vous remarquerez que ce monsieur n'a pas de corpus doctrinal. Je vais l'expliciter. Mariam Ngouabi arrive aux affaires, non, Denis Sassou arrive aux affaires en 79. Souvenez, c'est le deal continuateur de l'œuvre de l'immortel Mariam Ngouabi, c'est ce que nous disaient les propagandistes du PCT. Mais qui a été le partenaire bilatéral de Sassou I pendant tout son règne? C'était la France. C'était l'homme que la France et Alpha Aquitaine a manipulé. Et ce qui est surprenant, c'est là où je vais expliquer le qualificatif de duplicité et d'ambivalence. Il arrive aux affaires, la ceinture de sécurité de Denis Sassou Nguesso, ce sont les Cubains. Et il arrive aux affaires, que ce soit les Cubains, que ce soit les Russes, ils savent pertinemment qu'il a été de beaucoup dans l'assassinat de Mariam Ngouabi, qui était fondamentalement un homme de gauche. Mais comme par hasard, sa ceinture de sécurité, ce sont des Cubains. C'est là où on parle de la duplicité de l'homme. C'est-à-dire que cet homme est capable de parler aux Russes, aux Cubains, et en même temps de faire comprendre aux Français que je suis votre homme. Duplicité, ambivalence. Et quand j'y vais un peu plus loin, lorsqu'on arrive à son retour au pouvoir, qui ramène Sassou Nguesso au pouvoir? Ce sont les Français. C'est Alpha Aquitaine qui ramène Sassou Nguesso au pouvoir. Mais une fois ramené Sassou Nguesso au pouvoir, dans les années 2009-2010, Sassou Nguesso va signer une alliance stratégique avec la Chine et aujourd'hui, il est devenu quasiment l'otage des Chinois, des Russes d'un côté, on y reviendra, et des Français. Alors, si j'ai bien compris, monsieur Guy Mafimamoto, vous êtes en train de nous expliquer que le monsieur est très instable. En fait, il n'a pas d'idéologie, c'est-à-dire on n'arrive pas à le caser, sinon à le maîtriser. Mais pourtant, il est là depuis pratiquement 40 ans, évidemment. Et aujourd'hui, et depuis un certain temps, depuis 2021, on assiste finalement à une accumulation d'échecs, j'allais dire, d'humiliation de Washington à Paris en passant par Londres. C'est quand même la plus grande zone diplomatique. Apparemment, il y a un souci depuis 2 ans. Quelque chose. Exactement. Exactement. Pourquoi? Vous l'avez dit, vous l'avez bien résumé. Il n'a pas de corpus doctrinal ni idéologique. On ne peut pas dire qu'il soit de gauche ou de droite. En fait, c'est chez vous que j'ai expliqué comment ce monsieur, c'est un ancien agent recruté par les services secrets français. Alors, pourquoi depuis 2 ans, on assiste à une accumulation d'échecs diplomatiques? Parce que tant sa duplicité que son ambivalence est mise à nu, parce que je disais tout à l'heure, un concours de circonstances, un concours de facteurs, c'est-à-dire le travail que font les oppositions, mais surtout, les acteurs de ces grandes puissances se rendent compte que ce monsieur a toujours joué de la duplicité pour rester au pouvoir. Regardez, au niveau des États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains, il a toujours été là. Au niveau, en France, je prends les grandes puissances, hein, que ce soit la gauche, la droite, M. Sassou Nguesso est toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les 2 dernières années? Je pense tout simplement que les 2 dernières années ce sont les difficultés qu'a M. Sassou Nguesso de s'arrimer aux nouvelles donnes. Les nouvelles donnes, c'est quoi? Lorsqu'il tombe en 89, nous sommes à la suite de la chute du mur de Berlin, la perestroïka et autres. Et M. Sassou Nguesso est un homme de gauche. Il n'a pas su s'arrimer
à la géopolitique des populations de l'époque qui voulaient la liberté, la démocratie, et c'est Paris qui va donner les stockades avec le sommet de la Bolle. M. Sassou Nguesso est parti au pouvoir dans ces conditions. Il revient au pouvoir dans les bagages de l'armée française, dans les bagages de la diplomatie française. Depuis pratiquement plus de 2 mandats, il était resté un peu plus tranquille. Pourquoi? Parce que pendant plus de 14 ans, la diplomatie française, comme la diplomatie américaine et les grandes puissances, c'était un peu, il fallait faire confiance aux hommes qui sont des facteurs de stabilité. Monsieur Sassou Nguesso, dans sa sous-région, il n'y avait pas trop de soucis. Au Congo, il n'y avait pas trop de soucis. Il ne fallait pas l'emmerder. Mais maintenant, depuis plus de 5 ans, 10 ans, on va dire que depuis 2010, il y a plusieurs donnes. Première donne, le monde est devenu de plus en plus multipolaire. Il y a la France, en tout cas les Occidentaux, l'Europe, il y a les États-Unis, il y a la Chine qui monte, il y a les pays émergents comme la Turquie et les autres, le Brésil, le BRICS, la Russie. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il arrive à s'arrimer à cette multipolarité. Quand on était dans la guerre froide Est-Ouest, c'était plus simple. Mais il y a une multipolarité, il doit s'arrimer. Ça, c'est de 1. De 2, il y a ce qu'on appelle la géopolitique des peuples et des populations. Depuis 2010, les populations africaines, congolaises en particulier, estiment qu'ils ont besoin de liberté parce que ce qu'on leur a vendu avec l'arrivée de M. Sassou Nguesso, c'est une démocrature. M. Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer comme ça des alliances avec les Français, avec les Russes, avec la Chine, partenariat stratégique. Mais il arrive un moment, lorsqu'il y a une crise qui éclate, comme avec la crise Russie-Ukraine, tu dois choisir. Mais quand tu es dans la duplicité, tu es obligé à la fois d'aller donner des gages aux Russes ou aux Chinois et d'un côté aux Américains et aux Français. Voilà la difficulté. Évidemment, monsieur Mafimba, à ce niveau-là, évidemment, nous savons tout à l'heure, je l'ai rappelé, à la 5e édition du Forum de Paris sur la paix, il n'a pas été invité. Et les médias nous ont fait comprendre que les chefs d'État africains avaient boudé ce rendez-vous, en fait. Ouais. Cette fois-ci, c'est la 2e fois successive, d'ailleurs, que Macron ne veut pas recevoir Denis Sassou Nguesso. Est-ce que la visite de Lavrov à Brazzaville, et puis un peu la demande expresse, bien entendu, de la libération des prisonniers politiques congolais, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, le député André Okombi Salissa, et bien d'autres jeunes aussi qui sont en prison depuis là, ça fait pratiquement 7 ans. Est-ce que tout cela n'a pas pesé dans son dossier, en fait? Oui, mais il faut revenir un peu plus loin. Souvenez-vous sous François Hollande. Sous François Hollande, le mandat de M. François Hollande, M. Sassou Nguesso a eu du mal à convaincre M. François Hollande pour changer la Constitution. Il a dû jouer de l'argent, de la corruption et d'un certain nombre d'acteurs qui étaient encore là dans ce qu'on appelle la France-Afrique, autour d'Hollande, qui lui ont permis de convaincre Hollande de fermer les yeux. Ça, c'est une donne importante. Pourquoi? Parce que de Hollande à le premier mandat de Macron et aujourd'hui, M. Sassou a oublié une chose. Tous ses amis de l'époque sont soit à la retraite, soit ne sont plus dans les sphères de décision. Et bien entendu, ces gens-là ne peuvent plus agir pour lui. Le dernier, c'était Le Drian. Pour revenir à votre question, le cas de Paris est spécifique. Il y a 2 éléments, en fait. La duplicité. Il avait fait comprendre à Hollande qu'il n'allait pas changer la Constitution. En fait, il voulait modifier pour essayer de sauvegarder son départ. Les Français se sont rendus compte qu'il a menti. Duplicité. Oui, non seulement ça, il faut dire aussi que lorsque Hollande lui permet finalement, lui permet de modifier, il garantit à Hollande qu'une fois modifié, je vais rassembler, c'est Hollande qui lui disait de rassembler après, d'apaiser. Et nous savons que dans ce gouvernement, il y avait déjà aussi Emmanuel Macron. Il était d'abord secrétaire général adjoint à la présidence, à l'Élysée, donc il a vu tout ce micmac-là, et il est devenu ministre. Donc comme Macron, quand il arrive, il se rend compte que c'est le même personnage qui est dans la duplicité, dans l'ambivalence, qui revient. D'État à État, il faut fonctionner. Mais n'oubliez pas, ni François Hollande,
ni Macron quand il arrive, Sassou n'a jamais reçu une lettre de félicitations comme les autres chefs d'État africains. Mais on le garde, on le voit. Vous avez encore un élément que beaucoup ignorent. Nicolas Sarkozy, c'est un des visiteurs de minuit de Macron. Mais Sarkozy a des comptes à régler avec M. Denis Sassou Nguesso. Parce que M. Denis Sassou Nguesso et Sarkozy a aidé M. Denis Sassou Nguesso en 2009 lorsqu'il tripatouillait encore les élections. Et il lui avait conseillé à travers M. Bourgi de partir, de ne pas se cramponner. Si vous écoutez M. Bourgi, il vous le dira. Oui, on se souvient de cette phrase où Sarkozy a dit à Sassou, fais ton dernier mandat. Exactement. Donc, Sarkozy aux côtés de Macron. Quand Macron a fait son premier mandat, il l'interpelle pour dire, attention, ce monsieur est dans la duplicité de l'ambivalence. Il n'a pas de parole, il n'a pas de corps doctrinal. Alors, ce qui fait que le premier mandat de M. Macron, c'est passé, comme souvent je l'entends, ah, les Français sont avec Sassou, j'ai sans voix tendance à dire aux gens, non, c'est peut-être nous, l'opposition, qui sommes faibles. Nous n'avons pas le mécanisme pour traiter tous ces phénomènes. Mais au fond, il y avait déjà une distance avec le président Macron, n'est-ce pas? Maintenant, à cela, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter 2010-2009. Lorsque Paris s'est engagé à travers le PPTE à effacer la dette et autres, ils ont remis à flot Denis Sassou Nguesso. Il devait bénéficier des contrats pour reconstruire le pays. Ça devait être les entreprises françaises. Sassou Nguesso est parti prendre qui? Les Chinois. Le partenariat stratégique Chine-Congo en 2010. Moi, j'ai assisté à la Casse des Gaules à l'époque, j'étais encore à Brazzaville, une interpellation de M. Valette, l'ambassadeur, auprès des autorités françaises pour dire, mais vous ne payez pas, des autorités congolaises, vous ne payez pas les dettes des entreprises françaises et nous sommes à l'écart par rapport au contrat, notamment dans la migration accélérée. Donc, deuxième élément qui a commencé à presque braquer les autorités françaises. Et le troisième élément, 2016, il réédite son exploit, non seulement à tricher, mais à sévèrement réprimer les populations. Macron n'a jamais envoyé des félicitations. Maintenant, une fois qu'il a fait cela, vous l'avez dit tout à l'heure, on lui demande de réconcilier les Congolais, c'est-à-dire libérer les prisonniers politiques, la fameuse dire fermement de Le Drian, et surtout aller à un dialogue afin de faire en sorte que ce dialogue puisse permettre une espèce de transition. Comme c'est un homme qui n'a pas de parole, il accepte, il ne fait absolument rien. Mais la goutte d'eau, c'est quoi? C'est bien entendu la réception de M. Lavrov à Oyo. Au moment où M. le président Macron est en face quasiment. Yaoundé. C'est pas un homme de la génération de Sassou. C'est pas un homme de la génération de Sassou. C'est là où je dis, il se trompe de logiciel, ce monsieur. Il a pensé qu'il avait encore des amis autour et il a pensé que ce monsieur allait réagir comme les Chirac et les autres, dit bon, c'est un de nos amis. C'est pas son ami, c'est son grand-père. Et qu'est-ce que les autorités françaises font, notamment le président Macron, l'attend au tournant. Maintenant, il faut souligner une chose intéressante. Parce qu'après la réception de Lavrov et tout ce qui s'est passé au niveau du vote de l'ONU, ce sont les États-Unis qui ont interpellé en fait Paris pour dire mais c'est votre gare à vous. Parce que chacun de nous amène ses troupes. On arrive au vote, il vote contre ou il joue à la neutralité. Votre type n'est pas sérieux. La goutte d'eau aussi, c'est quoi? C'est le contrat qu'il a signé avec le Rwanda. Au moment où les États-Unis sont en train de renforcer le pouvoir de Félix Tshisekedi, lui, il va aller chercher à renforcer celui que les Américains estiment être maintenant quelqu'un de gênant pour faire du business dans la sous-région. Donc, tous ces éléments réunis au niveau géostratégique et géopolitique, bien entendu, je l'ai dit tantôt, il faut le rappeler, tout l'activisme des oppositions dans la diaspora, à Paris, aux États-Unis, au Canada et autres, parce que nous passons notre temps à aller expliquer aux autorités françaises que ce qui arrive en Afrique de l'Ouest va arriver en Afrique centrale. Si vous n'arrivez pas à vous arrimer à la géopolitique des peuples, aujourd'hui, on voit maintenant
de manière, et ça, c'est ça la différence. Autant il y a des refus diplomatiques, mais le dernier refus, là, la dernière humiliation de M. Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle en diplomatie un refus ostentatoire. Un peu exactement ce qui est arrivé au président Lissouba lorsque, pendant la guerre, il débarque à Paris, et le président Jacques Chirac lui fait comprendre que je ne te reçois pas. C'est ce qu'on appelle un casus belli en diplomatie. C'est du casus belli parce que M. Sassou Nguesso, il rentre à Roissy, il dit il est en séjour de travail. Il n'est pas en séjour privé. Regardez seulement les annonces dans les médias de l'État congolais. Il est en séjour de travail. Qui dit séjour de travail, tu dois rencontrer au minimum les autorités françaises. Mais alors, donc, lorsqu'on essaie un peu de recouper son humiliation à Londres d'abord, où il a voulu forcer son invitation aux funérailles, bien sûr, de la reine Elisabeth II. Là, c'est la France qui vient de lui dire, en fait, un deuxième nom. Après, bien sûr, la 5e édition, disais-je tout à l'heure, du Forum de Paris sur la paix. Il y a eu également Glasgow. Est-ce qu'on peut penser que finalement, Denis Sassou Nguesso est banni de cette zone et que, bon, lorsqu'il y arrive, c'est un peu juste pour des rencontres informelles, s'il faut dire ça comme ça, entre guillemets. Il faut dire d'abord, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai omis de dire. Vous avez rappelé si bien avec le président Trump, lorsqu'il a tenté d'aller, grâce à ses lobbyistes qui lui ont entre guillemets, bouffé de l'argent. Et à Londres, sur le plan diplomatique, nous, on n'a pas des relations véritablement privilégiées avec Londres. Avec Londres. Mais qu'est-ce qui cache derrière cela? Ce qui cache derrière cela, c'est le fait que M. Denis Sassou Nguesso, sa quête de légitimité, pour lui, il attire du blanc. Je dis bien le blanc, c'est pas le... Non, le blanc. Parce que c'est un homme complexé, en fait. Prenez Denis Sassou Nguesso, prenez Lissouba, ou Yombi, d'ailleurs, que j'ai connu. C'est deux mondes différents. Lui, il estime que sa légitimité, c'est le blanc qui lui donne. C'est un peu comme une espèce de colon qui traite les Congolais comme des colonisés. C'est un homme de la coloniale. C'est un homme complexé. Donc, lorsqu'il se lance pour aller voir Trump, le fait seulement de dire bonjour à Trump, ça va être tourné en boucle dans les médias congolais, du style, faites attention, c'est l'ami des Américains. Lorsque Hollande dit M. Sassou Nguesso peut consulter ton peuple et autres, moi j'étais à Brazzaville, on a fait des affiches du PCT. Hollande a dit ceci, c'est-à-dire le blanc a dit. Donc, et Londres, c'est la même chose. Ce monsieur n'est pas invité. Son lobbyiste, Jean-Yves Olivier, tente de l'introduire à travers celui qui était à l'époque un des membres des conseils d'administration de la Fondation de Brazzaville, un membre de la famille royale. Il arrive, il est humilié, mais lui, ce n'était pas son problème. Lui, le problème, c'était quand il était lors des obsèques. Monsieur Guy Mafimamoto, puisque vous en parlez, et c'est ce que je semble comprendre, finalement, ces derniers voyages, pour lui, c'est juste aller poser avec les grands pour dire, ben, je suis encore, j'existe encore. Et on l'a vu d'ailleurs aussi, et tout à l'heure, je venais de le rappeler, à Washington, alors que les autres présidents avaient été reçus en tête-à-tête, lui, on n'a pas reçu. Par contre, on a vu quand Joe Biden est arrivé devant lui en train de scruter le tissu, je crois, de son costume. Et probablement qu'il se demandait, mais comment se fait-il que ce monsieur qui est, entre guillemets, président d'un pays pauvre, très endetté, peut s'habiller avec des costumes aussi coûteux comme ça. Et ça, les gens ont pris cette image, voilà ce qui a circulé et le gain que Denis Sassou Nguesso a remporté de Washington. Voilà, vous avez bien dit. Les Athénacs, ou comme on les appelle, ou les propagandistes du PCT, ont fait circuler cette image. Pour eux, c'était le résumé du succès diplomatique de M. Sassou Nguesso. Vous voyez, lorsque je vous ai retracé un peu les figures emblématiques qui ont gouverné le pays, qu'est-ce qu'ils avaient comme vision, et le Congo qui se résume au bouton de manchette de M. Sassou Nguesso, c'est grave. Mais en cela, vous avez dit, en plus, vous avez pris cet exemple qui est très intéressant. Vous voyez bien que ce monsieur, il va à Washington, il sait qu'il est persona non grata, même s'il est invité. Mais il y a une digue qui est déjà faite, parce qu'en matière protocolaire,
les contacts bilatéraux entre les autorités américaines et les autres délégations sont prévus à l'avance. Et lui, effectivement, il n'a eu aucun contact bilatéral. Et le pire, monsieur Christian Perrin, ça a échappé à pas mal de gens. Lorsqu'il y a eu une table ronde où on parlait du bassin du Congo dans la transition énergétique, il a été écarté. Donc, il a assisté à aucune table ronde. Il a assisté juste à des cérémonies, on va dire, banales. L'ouverture du sommet, la clôture du sommet et les différentes photos après le dîner. Disons les activités secondaires de ce sommet. Et la fameuse visite dans un musée où il voit passer une sénatrice américaine, ben, il tombe sur cette sénatrice. Et d'ailleurs, j'ai un des amis qui est là-bas, il a dit que M. Sassou Nguesso aurait crié en moshi, Koba selfie dardar, Koba selfie dardar. Bon, ça fait rire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, prends-moi le selfie dardar. Ah, faut pas rater cette pause, oui, oui. Et bien entendu, regardez la pause. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je le dis en riant, mais c'est pour montrer l'état d'esprit de ce monsieur, le complexe qu'il a avec les autres. Maintenant, revenons à cette image que les gens du pouvoir ont voulu exploiter, mais d'un scandale, parce que les gens ne savent pas comment ça se passe. Photo de famille, c'est une cérémonie où il y a l'ordre protocolaire alphabétique. Et l'hôte est entouré par, là c'était en l'occurrence le président de la Commission de l'Union africaine et le président de la Commission africaine et le président de l'Union africaine. Et on commence par ordre alphabétique, par l'Angola. Donc on tourne, on passe les autres et puis, et bien entendu, vous avez vu, M. Sassou Nguesso était à côté de M. Félix Tshisekedi parce que les deux c'est Congo. Et bien entendu, lui certainement on lui a signalé, parce que ce que j'ai entendu, ouais, on l'a mis là exprès. Non. C'est l'ordre protocolaire alphabétique. Et donc, il savait qu'il devait être derrière le président Biden. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pitrerie. Et Biden, évidemment, quand il se retourne, lui, il est un vieux de la vieille. C'est que ce monsieur-là est depuis pratiquement 40 ans. Et tout ce qu'on sait de lui, d'autant plus qu'il y a des dossiers judiciaires là-bas, c'est un kleptocrate. Et cette remarque aurait dû l'enfoncer en tant que chef de l'État. C'est-à-dire que toute une cérémonie, on ne te rencontre pas et on vient juste blaguer avec ta bouton de manchette ou ta veste. Mais ça ne l'offense pas. Bien au contraire, mais le pauvre, il a vu le blanc. Je reviens, il a vu le blanc. Il a sa légitimité, il a son selfie, il a son bonjour. Voilà en quoi est résumé aujourd'hui le chef de l'État du Congo-Brazzaville qui a connu des grandes figures, des grandes patriotes, des grands nationalistes, qui faisaient du Congo, qui faisaient en sorte que le Congo soit dans le concert des nations en tant qu'État, mais non en tant qu'un État voyou. Mais est-ce que là, on peut dire que finalement, bon, peut-être que le terme est trop fort, rupture, mais 2 fois récusé par Paris, est-ce qu'on peut parler de rupture de relations entre Sassou et Emmanuel Macron? On ne peut pas parler de rupture, mais c'est un signal fort. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple du président Lissouba qui a reçu un refus du président Jacques Chirac à l'époque, en pleine guerre. Il débarque à Paris, il refuse de le recevoir, il est obligé de repartir. C'est un signal fort. Un signal fort du président Emmanuel Macron qui, soucieux, je pense qu'aujourd'hui, il a une oreille attentive. Tout le travail de lobbying qui a été fait auprès de l'administration française, d'expliquer que la France risque de perdre l'Afrique centrale comme elle est en train de perdre, parce que la géopolitique des peuples n'attend pas. Première chose. Deuxième chose, M. Macron s'est rendu compte que ce monsieur est dans la duplicité, de l'ambivalence et dans le cynisme. Il veut mettre un terme. Et troisième chose, il envoie un signal fort aux Congolais pour dire que si on vous dit que la France est derrière ce monsieur, nous ne sommes pas derrière lui. Prenez vos responsabilités. Oui, mais évidemment, puisque depuis un certain temps, sinon pendant un bon bout de temps, le bruit avait circulé que Emmanuel Macron était pour la succession, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso par son fils. Voilà. Et
Denis Christel Sassou Nguesso aurait été présenté à Macron et que Macron avait validé finalement. Voilà. Mais tout ça, parce qu'on n'a pas un décryptage assez fin, M. Christian Perrin. Les gens, personnellement, je n'étais pas surpris. Lorsque j'ai vu 3 articles dans la presse française, une semaine avant que M. Sassou débarque, l'article sur à Mediapart, sur un reportage d'investigation sur les terres qui ont été vendues à Total pour soi-disant la transition énergétique. On a vu la vente, c'est-à-dire le contentieux qu'il a perdu au niveau de la Cour de cassation pour la vente de son jet, du jet privé, les 2 immeubles du Congo. Et le dernier article, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui, bien entendu, est poursuivi pour fraude fiscale, et M. Denis Sassou Nguesso est cité. 3 articles en une semaine, M. Christian Perrin. J'ai un nez pour comprendre que ça ne marche pas. Parce qu'à l'époque, ce monsieur, tout fort, tout puissant, il avait même la maîtrise des médias. Et aujourd'hui, selon mes informations, le seul média qui tente encore de lui sauver entre guillemets, la peau, c'est Figaro. Alors, 3 articles qui sortent une semaine avant qu'il ne vienne, ça veut dire que ça sent le roussi. Et ici en France, la France, c'est une démocratie d'opinion. Les opinions, que ce soit journalistique, médiatique, raison pour laquelle je vous ai salué le travail que vous êtes en train de faire, parce que c'est lu, c'est écouté dans les sphères publiques de décision en France. C'est un travail important. Donc, même l'opinion a compris que ça a basculé. Et je vous donne encore une information pour vous dire que ça sent le roussi. Personne n'a cherché à comprendre si M. Christel Sassou est rentré. Si Christel Sassou n'est pas rentré à Paris. Christel Sassou, ils arrivent, ils transitent à Roissy, ils continuent sur Brazzaville. Pourquoi il a transité directement sur Brazzaville? Lui qui est venu, qui accompagnait son père dans ce que j'ai appelé une vadrouille parentocratique, parce qu'il n'y avait que des parents là-bas, et il est le ministre chargé de partenariat public-privé. Son père en séjour de travail, il continue. Comme je le dis souvent, il taille la zone. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas eu des assurances par rapport à ces dossiers judiciaires qui sont pendants dans la justice française. Et lorsqu'il apprend que l'avion de papa a été vendu, il vaut mieux tailler la zone pour ne pas prendre des risques. Vous voyez bien que c'est une ambiance délétère. Et d'aucuns vous disent que ceux qui traînent au niveau de Bristol, mieux vaut ne pas trop traîner vers la suite de Denis Sassou Nguesso parce qu'il est en colère. Pourquoi? Regardez sur le site de la présidence. Le dernier reportage, c'est lorsqu'il arrive. Donc, depuis là, il n'y a plus un seul reportage. Donc, même pas un petit huissier de le ministère de la Justice pour aller visiter M. Denis Sassou Nguesso, qui était habitué à recevoir les ministres, les anciens maires, les députés. Il n'y a plus rien. Donc, au-delà de ce que vous avez dit de rupture, c'est un signal fort qui démontre à suffisance que Paris a tourné le dos à ce monsieur grâce au travail que nous faisons, mais grâce aussi à une prise de conscience, certes tardive de Paris, mais une prise de conscience. Dans tout cela, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir comme message? Cet échec, le dernier échec que Denis Sassou Nguesso vient de subir à Paris. Les Congolais doivent se dire que ce monsieur qui pour sa légitimité avait besoin de Paris, de Washington, sinon d'une puissance régionale. Ce monsieur qui estime que pour contenir les Congolais, pour faire peur aux Congolais, parce que nous avons ce complexe-là, il fallait qu'ils disent il fallait que ces médias fassent la propagande qu'il est l'homme de Paris, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, c'est Kiki qu'on est en train de préparer. Les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que le travail que nous avons eu à faire, la prise de conscience des autorités françaises actuelles et de Washington, en tout cas de la communauté internationale, semble aujourd'hui nous donner raison et surtout estime qu'il est plus que temps que nous prenions nous-mêmes nos responsabilités et ils vont nous accompagner. Quand je dis nous accompagner, on peut accompagner un pays de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur, vous sortez, si M. Sassou Nguesso commet la maladresse de vouloir faire la répression comme il faisait, croyez-moi, ça ne sera pas comme à l'époque. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, lorsque vous voyez Christel Sassou tailler la zone, continuer jusqu'à Brazzaville, ça commence à sentir le roussi. Ça sent le roussi.
Donc, le message que je voulais faire passer aux Congolais, c'est qu'en cette fin d'année, je crois que c'est ma dernière émission de cette fin d'année chez vous, c'est de dire que plus que jamais, l'année 2023 doit être décisive parce que ce qui faisait la force de Sassou, c'était l'extérieur, c'était Paris. Non seulement nous avons commencé à couper toutes les ramifications, on l'a mis à nu, mais aujourd'hui, le travail de tous, je dis bien de toute la diaspora, dans son ensemble, dans sa diversité, dans sa pluralité, est en train de payer, sinon à payer. Paris a compris que ce monsieur est un mal pour le Congo, un mal pour l'Afrique centrale, un mal pour le monde en général. Merci, Monsieur Guy Mafimba Motoki. Je rappelle que vous êtes représentant de la Fédération FOCAD-IDC, composante J3M en France. On va passer au dernier. Je voudrais une phrase par rapport à cela. Oui. Parce qu'au-delà de cet isolement, de ce que nous avons dit tout à l'heure, ça va de plus en plus éveiller, sinon amplifier la guerre des écuries. Parce que les autres chefs d'écurie, qui, pour eux, Sassou était un redoutable. Pourquoi? Parce qu'il est avec Paris. Paris fait de lui son homme. Donc, aujourd'hui, il regarde quasiment déboussolé, voir le chef nu. Donc, il va avoir une accélération des guerres des écuries. Je crois qu'on va faire la liaison avec l'histoire des affamés de l'ambassade. Nous sommes là dans une accélération des guerres des écuries par rapport à ce qui s'est passé avec leur chef qui est nu. Quand le chef est nu, ben, ceux qui sont tout autour se disent c'est le moment ou jamais de bondir sur le champ qui est complètement faible. On va dire donc le roi est nu. Alors passons donc au deuxième volet de notre émission, c'est la cérémonie de remise d'un échantillon de passeport, c'est comme ça que ça a été intitulé, organisé par Jean-Dominique Okemba, assisté par Rodolphe Adada, l'ambassadeur congolais en France. Alors c'était lundi dernier, une cérémonie pour remettre un échantillon de passeport à quelques Congolais vivant en France. Qu'est-ce que cela vous inspire? Une honte. J'ai honte d'être Congolais. J'ai honte d'être cadre congolais. J'ai honte d'être ressortissant de ce pays, monsieur Christian Perrin. Et moi, la responsabilité, c'est les deux entités. Que ce soit monsieur Jean-Dominique Okemba, monsieur Rodolphe Adada et toute la cohorte des autorités consulaires, et de l'autre côté, ses frères qui se sont prêtés à ce jeu. Monsieur Christian Perrin, ce que je dis là est grave. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien, je comprends que Sassou Nguesso a affaibli du titre de l'empereur. C'est dans les empires, dans les royaumes, que nous sommes des sujets. À travers ce qui s'est fait de se passer à l'ambassade, Sassou veut faire des Congolais les sujets de Sa Majesté, le roi de Sa Majesté des Mouches, M. Denis Sassou Nguesso. C'est le titre d'une pièce de théâtre. C'est la Majesté des Mouches. Donc là, il conforte son titre d'empereur. Mais pourquoi je le dis? C'est quoi un passeport? C'est un document de souveraineté. Monsieur Christian Perrin, vous et moi, nous n'avons pas à quémander un passeport. C'est notre droit absolu, inaliénable. Et l'État congolais a l'obligation, en tout cas, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, ont l'obligation de procurer, de donner, à leur demande ou pas, des passeports ou des pièces d'identité à tout Congolais. Or, là, ce qu'ils viennent de faire, non seulement, effectivement, à travers cette mise en scène, M. Jean-Dominique Okemba vient de démontrer que les Congolais sont devenus des sujets, et il y en a qui ont prêté au jeu, mais le pire, c'est qu'il vient de lancer un message sur la nature même de ce régime, c'est-à-dire un régime à la fois tyrannique, mais un État voyou. Parce que c'est un chantage. C'est un chantage à une catégorie des Congolais, parce que, soi-disant, à un moment donné de leur vie, ont contesté le pouvoir en place. Vous voulez maintenant être citoyen congolais? C'est à moi de décider. Mes humeurs, ma manière de voir les choses. Et il ose le dire. Il le fait à la demande du chef de l'État. Il est là à la demande du chef d'État. Accompagné de qui? De l'ambassadeur. Mais je pense même que si nous avons une société civile forte, ici en France, on peut porter plainte contre l'ambassadeur, M. Adada. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est nier la citoyenneté à un certain nombre de catégories de Congolais. Donc nous autres, parce que moi, on m'a refusé le passeport. Donc on m'a fait du chantage pour être Congolais, je dois faire allégeance à M. Sassou Nguesso. Vous voyez là,
Là, on n'est pas dans la duplicité, on est dans un cynisme, dans une folie. C'est dans aucun pays au monde, on voit, même en Birmanie, on ne voit pas ça. Même en Corée du Nord, peut-être en Corée du Nord. Évidemment, j'ai l'impression que là, on vient de privatiser la citoyenneté congolaise et donc que c'est Jean-Dominique Okemba qui décide de qui il veut faire citoyen congolais, de qui ne doit pas être citoyen congolais. Ça rime à quoi finalement cette affaire? Monsieur Christian Perrin, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Je crois que même on peut porter plainte. C'est la privatisation de la citoyenneté congolaise dans un État qui est la France. Nous avons le droit. Il faudrait qu'ils fouillent. On peut avoir les mécanismes pour porter plainte contre les autorités congolaises, contre M. Adada. Mais ça sous-entend quoi, monsieur? Ça sous-entend un pays qui est complètement à la ramasse. Parce que le monsieur Jean-Dominique Okemba, il sait bien qu'il n'a pas escalité de faire ça. La délivrance des passeports n'est pas du ressort du Conseil national de la sécurité, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. Et ce monsieur se pavane dans Paris avec des passeports. Donc, ces gens-là n'ont pas respecté tous les critères établis pour avoir leur passeport. On ne sait même pas comment. On leur remet des passeports. Mais ça, nous sommes en train de nous attaquer aux autorités, là, à ceux qui ont joué à ce jeu-là, enfin, qui ont gardé cette cérémonie. Mais ceux qui étaient à l'ambassade, tous ces frères-là, est-ce que ces gens-là peuvent se regarder dans la glace? Est-ce que ces gens-là n'ont été, ne serait-ce qu'à été jusqu'à l'école primaire pour comprendre ce que c'est que le droit et les... Mais ils vivent en France, diable. Ces gens vivent en Europe. Ils savent aujourd'hui ici que tu vas à la mairie de ta municipalité. Si tu as un document à prendre, s'il y a un retard de deux jours, tu peux même porter plainte contre la personne ou le préfet ou je ne sais pas qui. Comment ils peuvent jouer à ce petit jeu-là? Comment ils peuvent se donner à cette mise en scène? La cupidité. Oui, mais évidemment, Monsieur Guy Mafimamoto, ce qui est curieux, c'est que les mêmes personnes se passaient pour des opposants ou des résistants contre la dictature de Brazzaville. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils sont allés faire allégeance à cette dictature au point de se présenter avec évidemment les mêmes personnes qu'ils tentaient de combattre. À quoi rime ce jeu? Finalement, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Mais ce jeu, c'est à quelque chose malheureusement. C'était supposé être des exilés, je crois. Mais bien entendu, je connais certains qui ont même pris des risques considérables pour combattre ce régime. Je connais certains, la veille même, on discutait encore sur WhatsApp. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par là? À quelque chose de malheur et bon. Parce que Sassou a fait quelque chose a réussi quelque chose de formidable. Par exemple, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Il peut faire d'un crétin un homme politique. Parce que ces gens-là, il y en a, parce qu'ils faisaient 5000 vues, ils se prenaient pour un leader politique. Ça, c'est la génération Sassou, ça. Donc, à quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire que c'est une convergence des incultes, une convergence des cupides, une convergence des antinationaux, une convergence de médiocres. Et c'est cette convergence de médiocres et de tous des incultes qui se sont retrouvés à l'ambassade qu'il faudrait chasser demain. Pourquoi chasser? Je suis dur. Pourquoi? Parce que ces gens font du tort à notre pays, font du tort à la crédibilité de notre pays, font du tort à nous en tant que citoyens. Monsieur Christian Perret, nous sommes à l'ère du numérique. Ces images ont fait le tour du monde. Je pense que dans les îles britanniques ou bien en Angleterre, ils devaient se poser la question de savoir si le Congo n'est plus une république, mais il est devenu un royaume. Ils doivent se poser cette question. Parce que vous avez même vu les gestes de ceux qui recevaient le fameux passeport. Ils s'inclinaient, comme si on faisait allégeance. Mais naturellement, oui. Ils ont fait allégeance. Voilà. Et ces gens vont aller regarder leurs enfants, ils vont se regarder dans la glace. Non, j'ai dit c'est une convergence d'un culte de médiocres, d'antinationaux. Il faut qu'un jour, comme je l'ai dit tantôt, l'année 2023 se présente sous de très bon augure, parce que tout simplement, les limites que nous avions au niveau de l'étranger, lorsqu'on donnait à chaque fois un petit souffle aux soldats Sassou, sont aujourd'hui en train de tomber comme un château de cartes. C'est au Congolais. Et j'ai suivi sur votre chaîne la chanson que je trouve formidable. C'est pas normal, de ce jeune rappeur, je pense. C'est pas normal. Donc, nous allons dire ce qui s'est passé à l'ambassade, c'est pas normal.
Il faut dire à Jidéo, c'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal, C'est pas évidemment, normal. ce n'est pas normal parce que dans le même temps où on vient donner les passeports, faire toute une cérémonie pour remettre, on parle d'ailleurs d'échantillons de passeports, je ne sais pas pourquoi on utilise ce terme, échantillon, on remet les passeports à des supposés combattants, des supposés exilés, et parmi eux les opposants, c'est comme ça qu'ils se sont présentés. Et dans le même temps, il y a les étudiants congolais qui n'ont pas pu obtenir ces passeports qu'ils attendent depuis 2 ans déjà payés. Et d'autres ont même raté les années académiques, alors qu'ils avaient déjà des inscriptions à l'étranger. Comment expliquer cette discrimination? Pourquoi ça? Raison pour laquelle j'ai dit tantôt, les Congolais doivent s'approprier leurs droits. Ils doivent rester en justice. Si justice n'est pas faite aujourd'hui, elle sera faite demain. Regardez ces étudiants qui ont payé. Il y en a qui ont manqué leur scolarité. Donc, deux fois, certains, leur vie est quasiment hypothéquée, en tout cas leur vie académique. Ils vont se retrouver là-bas. C'est pas demain encore, on va leur donner le visa. Vous savez, c'est un peu compliqué ici. Hein. Ils vont dire, mais monsieur, vous avez une année de plus, on peut pas vous donner le visa. Et à cause de qui? De monsieur Jean-Dominique Okemba, qui a privilégié une posture clientéliste, comment je peux dire ça, parentocratique, et à hypothéquer, et c'est malheureusement, ce n'est pas la première fois, les générations futures. Donc, raison pour laquelle je dis, même si la justice ne passe pas aujourd'hui, elle passera demain, il faut laisser des traces. C'est un crime, en fait. C'est un crime, parce que c'est les documents de souveraineté. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que monsieur Jean-Dominique Okemba peut se retrouver chez lui et il demande à Mboulou de lui délivrer 10 passeports, il donne, je ne sais pas, à des terroristes ou je ne sais pas quoi. Surtout qu'aujourd'hui, le passeport, la manière dont on nous a montré. Évidemment, c'est la preuve qu'ils ont confisqué les passeports et donc c'est à eux de décider à qui donner un passeport, à qui ne pas le donner. Alors, Monsieur Guy Mafimamoto, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse conclure pour quelques secondes. En tout cas, merci pour cette dernière, je crois, ma dernière sortie avant la fin de l'année. J'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous et de garder le cap. Souhaiter mes meilleurs vœux à votre rédaction et à vous-même et à votre famille et dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les vadrouilles des ports autocratiques des États-Unis et de Paris et de M. Denis Sassou Nguesso montrent en suffisance que ce monsieur est isolé, que ce monsieur est à la portée. C'est un fruit qui est mûr. On peut maintenant, en tout cas, on peut le faire tomber. Et Inch'Allah, nous y arrivons. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.